Salut les gars, ce soir, nous sommes sur le point de plonger dans la chaleur étouffante d'une forge médiévale si intense que vous n'y survivriez probablement pas. Vous vous retrouvez au milieu d'un paysage blanchi par les flammes, le souffle chaud du fourneau caressant votre visage avant même le lever du jour. Alors avant de vous installer, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Dites-nous où vous êtes et quelle heure il est dans votre ville en ce moment. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ces doux bruits de fond, et embarquons ensemble pour le voyage de ce soir. Vous vous réveillez avant le soleil, assis sur un banc en bois déjà raide à cause de l'humidité de la nuit. La brise froide persiste à souffler dans les fissures de l'atelier, mais vous n'avez pas le temps de frissonner, le charbon attend votre souffle vital et le métal, sa forme définitive. Vous tirez le tablier épais sur votre corps, sentez le cuir lourd craquer en signe de protestation, et vous vous approchez du four. L'air à l'intérieur d'elle brûle comme s'il contenait 1000 soleils miniatures, émettant une lueur orange qui lui fait pleurer les yeux. Chaque coup sur le fer rouge exige de vous une force qui semble parfois jaillir de quelque part au plus profond de vous-même. Vous retenez votre souffle avant de frapper, en vous concentrant sur la forme que vous souhaitez donner au métal, une épée? Une boucle? Peut-être une lame digne d'attirer l'envie de tout chevalier de passage. Au milieu du XIVe siècle, le métier de forgeron était si essentiel que le roi dépendait directement d'eux pour maintenir son armée bien armée, et des villes entières surgirent autour de ces forges centrales. Mais soyons réalistes, vous voulez simplement arriver à la fin de la journée sans perdre un doigt. Ni aucun organe vital. La chaleur se retire un instant lorsque vous retirez le fer pour le marteler. Des gouttes de sueur coulent sur votre visage, créant de petits ruisseaux qui trouent le col de votre tablier. Fait intéressant, dans certains villages de la région de Whitland en Angleterre, les forgerons avaient l'habitude de graver des symboles protecteurs sur les parois du four pour éloigner les mauvais esprits. Après tout, les flammes dansantes étaient considérées par la croyance populaire comme des portails vers l'au-delà. Vous laissez échapper un sourire ironique, si ces symboles fonctionnaient réellement, vous vous sentiriez peut-être plus en sécurité à chaque fois qu'une étincelle jaillirait vers vous. Vous soulevez à nouveau le marteau, sentant le poids et le swing se synchroniser avec votre rythme cardiaque. Frapper du métal en ébullition n'est pas seulement de la force brute, c'est presque une danse rituelle, où chaque faux pas peut vous coûter cher. Les historiens débattent encore pour savoir si la température idéale de la forge était principalement contrôlée par le type de charbon utilisé ou par l'intensité du soufflage à la main. Vous imaginez des débats académiques menés par des professeurs à longue barbe, brandissant des torchets pour démontrer des théories, mais pour vous, rien d'autre n'a d'importance au-delà de la pièce qui prend forme sous la pointe de votre marteau. Lorsque vous plongez le fer dans l'eau froide, la vapeur monte en un bref éclair, provoquant un sifflement si aigu qu'il vous fait sursauter, vous laissant presque tomber le marteau. Vous profitez de la seconde de distraction pour essuyer la sueur de votre front et réaliser que, l'espace d'un instant, vous avez oublié le froid qui doit vous attendre dehors. À l'intérieur, la température atteint facilement 1200 degrés Celsius, suffisamment de chaleur pour griller une miche de pain en quelques secondes. Mais vous continuez, transformant ce morceau de fer brut en quelque chose de précieux. Tu sais que tu ne peux pas hésiter. Le seigneur féodal du village paie mal, mais s'attend à ce que ces pièces soient prêtes à temps. Si vous échouez, les sanctions vont des amendes aux travaux forcés dans des carrières infestées de rats et soyons honnêtes, vous ne souhaitez rien de plus que de garder tous vos os en place. En silence, vous vous souvenez de la fois où vous avez failli vous faire transpercer le pouce par une étincelle capricieuse, et vous faites une blague interne, qui a besoin d'Halloween quand on a une forge. La chaleur renvoie la chaleur, brûle votre poignet, et vous lâchez une malédiction étouffée. Pendant ce temps, le crépitement du charbon et le cliquetis des marteaux créent une bande sonore que seul un véritable amateur de bruit métallique trouverait relaxante. Vous prenez une grande inspiration, sentez le mélange de bois brûlé et de sueur, et réalisez que cette symphonie deviendra votre souvenir le plus vif. À chaque coup, l'objet prend forme et vous éprouvez un plaisir rare à regarder le métal obéir à votre volonté ou du moins essayer de le faire. Mais ne vous y trompez pas, cette discipline nécessite des années d'apprentissage, de sueur et des pokers face endurcis. Les historiens estiment qu'il fallait environ 7 ans à un apprenti pour devenir un forgeron pleinement qualifié, et même à cette époque, de nombreuses techniques étaient secrètes, transmises uniquement au sein des guildes. Vous êtes déjà dans votre 4e année d'apprentissage, et vous sentez encore que chaque jour à la forge est un nouveau défi d'endurance. Vous regardez la lame nouvellement façonnée et murmurez, j'aurais peut-être dû devenir agriculteur, mais cela comporte ses propres risques, comme le ridicule des voisins lorsque la récolte est mauvaise. Et pourtant, à ce moment-là, vous vous imaginez allongé sur l'herbe, regardant des nuages au lieu de braises. Une blague lui traverse l'esprit, cultiver des tomates et puis l'amour que pétrir du fer en fusion, et présente moins de risques de tétanos. Vous riez doucement, en vous rappelant que des blessures infectées ont déjà ébranlé la santé de nombreux collègues,
apportant le paludisme médiéval et, dans des cas extrêmes, le tétanos qui pouvait tuer sans prévenir. La forge rougeoyante continue de briller, et vous, anxieux et épuisé, respirez profondément en sachant que chaque pièce finie est une preuve supplémentaire de votre résilience. Les historiens débattent encore de l'impact de ces ateliers sur l'expansion économique des cités médiévales, mais il faut simplement bien produire pour assurer sa survie et espérer que le lendemain commence après quelques bonnes heures de repos. Vous soulevez à nouveau le marteau, sentant l'acier froid dans votre main avant que la forge rougeoyante ne transforme tout en charbons ardents. Chaque battement résonne comme un tonnerre contenu, et vous remarquez à quel point votre corps se plaint à chaque impact. Ses bras tremblent, les veines saillent sous sa peau et son souffle s'échappe par petits allaitements. Le fer, renfrogné, résiste, se tord sous le cou, et tu souris amèrement. Si j'avais voulu quelque chose d'aussi têtu, j'aurais épousé une nulle. La sueur coule en filet dans son dos, ruissant sous son épais tablier, jusqu'à ce qu'elle goutte sur ses chaussures couvertes dessus. Vous sentez la chaleur monter de la plante de vos pieds, comme si de petits volcans étaient sur le point d'entrer en éruption sous vous. À chaque coup de marteau, des étincelles jaillissent, éclatant comme des feux d'artifice lors d'un festival bizarre. L'espace d'une seconde, les éclats lumineux dessinent des arabesques dans l'air, nous rappelant que le fer, sous ses coups, est à la fois une démonstration de force brute. Au XIIe siècle, les grandes cathédrales gothiques faisaient appel à des forgerons pour créer les fermes et les ferronneries qui soutenaient les vitraux géants, garantissant que la lumière céleste illuminait les nefs sacrées. Il est curieux de penser que quelque chose d'aussi essentiel à la grandeur des temples soit venu de mains calleuses et de cœurs fatigués. Mais vous ne construisez pas une cathédrale. Scrute une simple lame de charrie qui paie à peine le charbon utilisé. Pendant que votre corps fonctionne à un rythme mécanique, votre esprit voyage vers les souvenirs d'apprentissage passé. Souvenez-vous du cours pratique au cours duquel le maître forgeron a montré comment plier l'acier sans le fissurer. Il a utilisé une technique si méticuleuse qu'on aurait dit qu'il jouait du piano plutôt que de tourner du métal. Gardez l'indice, si le professeur était pianiste, la symphonie serait inaudible sous le tonnerre du marteau. Chaque coup de marteau est aussi un dialogue avec votre propre résistance. Vous pensez aux longues heures qui se sont écoulées depuis le matin, le soleil s'était à peine levé et vous commenciez déjà. C'est un rituel non-stop, chauffer, battre, plonger dans un seau d'eau froide, répéter. L'eau sifflante se transforme en vapeur qui vous enveloppe, créant une brume fantomatique dans la pièce. Vous laissez échapper un soupir de reconnaissance. Rien de tel qu'un sauna médiéval improvisé. Curiosité marginale, dans certains villages d'Europe de l'Est, les forgerons peignaient de petits visages sur des pièces de ferronnerie. On croyait que cela éloignait les mauvais esprits et assurait même une bonne humeur au porteur de l'arme ou de l'outil. Vous imaginez un fusil de chasse avec un sourire gravé dessus, suppliant de ne pas être utilisé, et vous riez involontairement. Le monde universitaire débat encore de la question de savoir si les forges médiévales exploitaient intensivement la ressource automatique de l'air par le souffle humain ou si des mécanismes rudimentaires de soufflets alimentés par l'eau existaient déjà pour normaliser la température. Quoi qu'il en soit, vous savez que le souffle qui cède la place au marteau est un combustible aussi précieux que le charbon mais aussi fatigant que de porter un abécédaire de poésie à chaque coup. À chaque impact, le sol en pierre vibre sous vos pieds. Vous sentez chaque vibration voyager le long de votre colonne vertébrale, résonnant dans votre tête comme un tambour militaire. Si vous consultiez un médecin moderne, il vous prescrirait probablement du repos et des analgésiques, mais à cette époque, un forgeron n'avait pas de luxe, la douleur était le carburant pour continuer. Vous vous arrêtez un instant, vous essuyant le fond avec son bras et dit « Rien de tel qu'un bon vin pour noyer la douleur. Mais pour l'instant, je me contenterai de cire de bougie fondue. » Vous regardez le métal arqué prendre lentement forme. La tension dans vos bras s'atténue lorsque vous réalisez que la pièce est presque parfaite. Un dernier coup de marteau, un léger coup, et ça se pose comme il se doit. La sensation est presque thérapeutique, malgré les pulsations de mes mains. C'est le genre de plaisir sale que seuls ceux qui ont apprivoisé une barre de fer peuvent comprendre. Le maître sourit du coin de la bouche lorsqu'il voit son heure achevée et commente, en plaisantant, que le vrai forgeron est celui qui fait pleurer le fer et écouter la poussière. Vous laissez échapper un rire fatigué et répondez, si le fer pleure, imaginez ma colonne vertébrale à la fin de la journée. Encore une blague pour détendre l'atmosphère. Pendant que vous posez votre marteau, vous somnolerez un peu, rien de trop, juste assez pour rêver d'un champ vert au lieu de flammes oranges. Dans le rêve, vous courez libre, sans tablier, sans huile et sans pression de délai. Il se réveille au son du métal contre le métal, se souvenant immédiatement, rêver, c'est bien, mais la facture de charbon ne peut pas être payée avec de la fantaisie. L'après-midi approche et le cycle recommence. Vous prenez un autre morceau de fer brut, écoutez le son métallique lorsque vous coupez la barre sur l'enclume et répétez le processus. La répétition apporte la maîtrise, mais elle apporte aussi la monotonie et soyons honnêtes, la monotonie qui sort là-dessus n'est pas la définition de la relaxation.
Pourtant, vous persévérez, car chaque pièce terminée est une étape vers l'atteinte de votre quota de la journée et vers l'évitement des malédictions de votre seigneur féodal. Vous pensez aux histoires que les bardes racontent dans les tavernes, ils disent qu'un certain forgeron a forgé l'épée qui a tué un dragon il y a des siècles. Les historiens débattent encore pour savoir si cette légende est basée sur un événement réel ou s'il s'agit simplement d'un petit mensonge inventé pour attirer les voyageurs curieux. Vous imaginez le forgeron légendaire, peut-être aussi épuisé que vous, essuyant la sueur en buvant le vin de la victoire. Tandis qu'il essaie de faire avec un chiffon, il sent la chaleur résiduelle sur ses paumes et fait la grimace, ce métal demande plus de travail qu'un enfant têtu. Vous placez enfin la pièce sur le support et regardez dans le couloir étroit de l'atelier, en pensant au reste qui est encore loin. Mais vous savez que le lendemain, vous vous réveillerez à nouveau et affronterez le marteau comme s'il s'agissait d'un adversaire sur un ring. La symphonie de la forge ne s'arrête jamais, marteau contre enclume, chaîne en mouvement, soufflet qui souffle, gémissement du bois qui se fend. C'est le rythme de vie que vous avez choisi, ou qui, selon votre point de vue, vous a choisi. Pourtant, pendant un instant, lorsque la lame se termine lisse et brillante, vous ressentez une fierté silencieuse. Même épuisé, même sale, même ayant besoin d'un massage qui n'existait même pas au Moyen-Âge, vous êtes le chef d'orchestre de ce concert métallique. Vous reprenez le marteau pour un dernier coup, appréciant les coups métalliques qui résonnent sur le plafond bas. Et lorsque le métal trouve la forme exacte qu'il recherchait, vous somnifierez, au final, chaque goutte de sueur en vaut la peine. Mais ne le dis jamais à voix haute au seigneur féodal. Vous sortez de la forge rougeoyante et faites face au monde extérieur, un hiver si froid qu'il fait presque dresser le fer d'Andara avant même qu'il ne chauffe dans le four. L'air vif mord à travers son col en tissu grossier, lui rappelant chaque brin de peau exposé, tandis que la rosée transformée en givre recouvre les outils et le bois. Vous prenez une grande inspiration, sentant la forte odeur du bois pourri. Après tout, l'humidité médiévale aimait jouer à cache-cache avec les baraquements et les tabliers, laissant tout flétri et fétide. Le froid s'infiltre à travers les lames de vos bottes et dans vos os, vous obligeant à remuer les doigts avant de saisir le marteau. Son tablier, trempé de sueur il y a quelques jours, dégage désormais une odeur de moisi qui ferait même fuir un rat médiéval avec dégoût. Il n'y a pas de luxe avec les sèche-linges. Le bois de réserve, souvent humide, brûle lentement, mais suffit à peine à maintenir chaud le cœur de la forge. Vous vous penchez pour alimenter le four en poussant à soukir. Si je voulais vivre dans un congélateur de type Airbnb, je deviendrais tout simplement vendeur de glace. Au XVe siècle, les villages du nord de l'Europe étaient confrontés à des inondations saisonnières lors de la fonte des neiges, inondant les ateliers et détruisant les stocks de charbon et de minerais de fer. Le gel faisait grasser les portes en bois comme un fantôme, et l'humidité corrodait la sueur et la paille, transformant les sacs de charbon en boules de boue glissantes. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez glissé sur la terrasse boueuse, manquant de faire un salto digne d'un jongleur? Il ne manquait plus qu'un nez de clown rouge et les applaudissements du public. Pendant que vous travaillez, tapez votre pied sur le sol en pierre pour réchauffer votre circulation. Chaque pas résonne dans un rythme irrégulier, se mêlant au son métallique de l'enclume. L'atmosphère humide provoque des brumes rampantes qui s'enroulent autour de vos chevilles, et vous vous surprenez à marmonner, en tête de la liste des « choses que je n'ai pas demandé », le brouillard intérieur gratuit. La vapeur chaude d'une douche rapide dans un pot improvisé apporte un soulagement momentané, mais disparaît rapidement, vous ramenant dans les trains glaciales de la saison. Fait amusant, certains forgerons étalaient des peaux d'animaux sous le sol en pierre pour créer une couche isolante. Imaginez votre tapis à poils long médiéval, sauf qu'il ressemblait à une peau d'ours et sentait fortement la campagne. Vous avez essayé cela une fois et vous avez constaté que la couche de fortune était réellement utile, à moins qu'une souris affamée décide d'organiser un festin de minuit sur votre tapis. Les historiens débattent encore pour savoir si le soi-disant « petit âge glaciaire » a commencé au XIVe ou au XVe siècle, et s'il était le résultat d'éruptions volcaniques, de changements solaires ou du simple fait que personne n'avait de chauffage central. Vous riez à l'idée de « chaleur globale » à ce moment-là. Son plus grand défi était de garder un coin suffisamment chaud pour ne pas se transformer en glaçon humain. Alors qu'il porte un gros lingot de fer, il ressent simultanément le poids et le froid mordant. La sensation est à moitié de la musculation forcée, à moitié du test de résistance au froid. Vous pressez le lingot et essayez de plaisanter, rien de tel qu'un haltère en fer à moins 5 degrés Celsius pour faire de l'exercice et se geler le cerveau en même temps. Le marteau cogne, 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 et les étincelles aussi chaudes scintillent dans l'air glacial comme des lucioles lors d'une fête de Noël. Le vent glacial murmure à travers les fissures du mur de l'atelier, produisant à son semblable au rire des enfants jouant à cache-cache. Vous imaginez des fantômes médiévaux se moquant des forgerons malodorants, mais vous vous concentrez rapidement sur le maintien du marteau stable. À chaque bouffée d'air froid, votre souffle forme des nuages qui disparaissent rapidement, comme des promesses de commande qui n'arrivent jamais à temps. Fait amusant, dans l'Angleterre médiévale,
Les forgerons croyaient que faire couler de la graisse de bacon sur des tiges de fer avant de les marteler aidait à lubrifier le métal et à réduire les fissures, et laissait également à la forge un arôme de barbecue distinctif. Vous l'avez essayé une fois et, en effet, l'odeur était tentante. Jusqu'à ce que vous vous souveniez que la graisse collait au mur et attirait des insectes de la taille de marionnettes à doigts. Vous regardez le ciel à travers la fenêtre enduite et voyez des nuages chargés de neige sur le point de percer. Il reste encore assez de bois pour 2 heures supplémentaires. Après cela, ce sera un jeu de devinette entre souffle et patience, comment survivre plus longtemps sans me brûler les poumons ou me transformer en glace. Pendant ce temps, vous essayez de maintenir le rythme, en martelant pour que le fer chauffe rapidement, car la minute qu'il faut pour chauffer l'enclume est trop longue pour jouer les lames. Travailler à la forge dans ce froid extrême exige des pas rythmés, souffler dans le soufflet avec un visage rouge d'effort, marteler le fer rouge avant qu'il ne refroidisse trop, plonger dans l'eau froide et répéter un cycle qui, si on y pense, ressemble à une sorte de torture agréable. Vous en profitez pour faire des blagues mentales, celui qui a inventé ce système devrait remporter le prix Nobel de la créativité sadomasochiste. Malgré tout, le fer réagit. Les rythmes lourds vous façonnent, la fumée vous donne l'aura d'un guerrier fatigué, et la sueur incongrue parce que vous transpirez encore sous les couches coulent dans votre dos. C'est un spectacle de contraste que seul un véritable passionné de stress thermique pourrait comprendre. Vous soupirez, posez le marteau et touchez votre poitrine, qui est violette à cause du froid, si seulement il y avait du bon thé chaud ici. En fait, le thé était un produit de luxe importé, aussi cher que l'or, et l'infusion la plus chaude que l'on pouvait obtenir provenait de racines locales bouillies dans un chaudron rouillé. Mais à ce moment-là, le simple fait de penser à ce goût sucré réchauffe presque son cœur. La journée se termine, la neige tombe lentement et la forge, au contraire, brille comme un phare de résistance humide. Vous rassemblez vos outils, les tapotez doucement pour déloger la glace et faites une dernière blague, c'est comme tirer la chasse d'eau avec de la glace sèche, toujours une surprise. Vous quittez l'atelier avec le corps engourdi et l'esprit gonflé de fierté. Survivre à l'hiver du métal signifie non seulement forger du fer, mais aussi façonner votre propre détermination. Les historiens reconnaissent que la capacité à maintenir une forge en état de fonctionnement dans des conditions climatiques extrêmes a alimenté la croissance des villes du Nord médiéval. Et vous, aspirant le dernier souffle de chaleur, savez que demain vous serez de retour sur l'enclume, froid ou pas, car avant ça vous n'avez pas beaucoup d'options de carrière alternative. Vous êtes debout devant l'enclume lorsqu'une étincelle vous vole presque dans l'œil, vous rappelant que, dans la forge médiévale, même un léger oubli peut vous coûter cher. Chaque fois que le marteau rencontre le fer rouge, une pluie d'étincelles jaillit autour de lui, comme des étoiles filantes au ralenti. Vous retenez votre souffle, gonflez votre poitrine et détournez le visage, presque comme un danseur esquivant des lasers imaginaires dans un spectacle futuriste, mais en beaucoup plus chaud. La chaleur des étincelles jaillissant de l'enclume est dangereuse, elles peuvent voler à des mètres et percer le cuir du tablier. Dans de nombreux villages, les forgerons exigeaient que leurs apprentis portent des chemises pliées en deux en un épais, un renfort rigoureux qui offrait une certaine protection contre les brûlures superficielles. Il était pourtant courant de voir des cicatrices sur les bras et les mains des forgerons les plus expérimentés, des insignes d'honneur qui racontaient des histoires de bataille contre le feu lui-même. Vous ressentez la sensation typique de picotement avant l'apparition de la brûlure, ce frisson désagréable qui parcourt votre peau. Alors que vous détournez le marteau, votre dos se cambre et vous riez nerveusement, un service 5 étoiles, de la chaleur gratuite et un effet laser gratuit. 3 blagues rapides par minute aident à supporter la tension. Et avance, rire vaut mieux que pleurer quand la forge ressemble à un volcan. Une mauvaise étincelle pourrait mettre le feu au bac à sucre juste à côté. Au XIVe siècle, les incendies déclenchés par les forgerons étaient responsables d'environ 10% des catastrophes urbaines, consumant des ateliers entiers et parfois des villages entiers de paille et de bois. Vous avez entendu le conseil de garder un seau d'eau à proximité, mais vous savez qu'en cas de chaleur intense, il peut s'évaporer avant de pouvoir être utilisé pour éteindre le feu. Tandis qu'il martèle le métal, des étincelles volent dans toutes les directions, éclatant comme du pop-corn. Chaque pop est une cacophonie métallique, irritante, mais étrangement addictive, presque comme un ASMR d'horreur. Vous faites une blague interne, du cinéma en 4 dimensions mais en un seul dé, du popcorn metal live. Cette légèreté mentale vous aide à vous concentrer sur le rythme, marteau, étincelle, etc. Curiosité marginale, certains forgerons attachaient des bandes de cuir tannées au poignet de leur tablier pour empêcher les étincelles chaudes de glisser le long des manches et de coller à la peau. Ce n'était pas un bouclier parfait, mais une improvisation ingénieuse réalisée à partir de peaux d'animaux locaux. Vous avez essayé cette astuce une fois et avez découvert que le cuir protégeant votre poignet était également trempé de sueur, transformant le cuir en une éponge inconfortable. La tension monte lorsqu'un éclat de métal se détache soudainement et vole presque comme un projectile.
Vous levez les mains pour protéger votre visage et lâcher une blague sèche, mission presque impossible, esquiver un projectile de fer sans super pouvoir. À ce stade, l'odeur de l'ozone se mélange à celle du charbon brûlant, créant un arôme piquant que vous associez secrètement à l'odeur d'une profession digne. La protection des yeux était rare, mais il existait des rudiments de visière en bronze ou de fines plaques de métal suspendues par des chaînes. Les historiens débattent encore pour savoir si ces protections étaient d'usage courant ou si elles étaient le privilège des maîtres forgerons des grandes villes, car le coût de fabrication d'une visière offrait un plus grand profit que la simple couverture d'un atelier lourd. Mais pour vous, chaque morceau de métal supplémentaire était un profit trop faible à gaspiller. Alors qu'il reprend son travail, son regard traverse la fumée et la lueur des étincelles jusqu'à ce qu'il trouve la pointe de la lame dans cette forme presque parfaite. Chaque étincelle qui jaillit marque un progrès, mais aussi un danger constant. Vous faites une autre blague interne, manuel du forgeron médiéval, première étape pour éviter le feu. Deuxième étape pour ne pas devenir un steak humain. Vous prenez une profonde inspiration, sentez la chaleur dans votre poitrine et votre cœur s'emballer. Les étincelles projettent des ombres vacillantes sur les murs, transformant l'atelier en un spectacle presque cinématographique de lumière et d'obscurité. Si vous deviez regarder la scène sur un écran de cinéma aujourd'hui, vous diriez qu'il s'agit d'effets spéciaux de pointe. Voilà, c'est juste un autre jour de travail. Fait curieux, dans certaines régions de France, on croyait que les étincelles qui jaillissaient de l'enclume lors du refroidissement du sirop se transformaient en esprit protecteur de l'objet forgé, apprenant la lame de chance au combat. Certains forgerons conservaient les étincelles dans de petits pots en céramique comme amulettes, une pratique qui, cependant, survivait rarement à la chaleur de la vie quotidienne. Vous regardez les étincelles changer de couleur à mesure que la température du métal change, du rouge intense au jaune incandescent, un essentiel de chaleur qui vous fait pleurer les yeux. La technique de chauffage jusqu'au point de tonalité exact était si prisée que dans les guides organisés, les maîtres compétitifs tenaient des registres des couleurs et des températures pour enseigner aux apprentis une méthode presque scientifique pour créer des motifs. Même avec tous ces soins, le risque demeure. Vous souvenez-vous d'un incident où une grosse étincelle a sauté directement dans un baril de pétrole à proximité, provoquant un petit incendie qui n'a été contenu que grâce à 2 assistants jetant du sable sur la flamme. C'était le genre de scène que vous ne voulez pas répéter même dans vos rêves, mais en réalité, cela pourrait arriver à tout moment. Lorsque vous retirez le dernier morceau de l'enclume et le laissez tomber dans le seau d'eau pour le tempérer, vous sentez la vapeur monter en bouffée qui brûle les poils de votre visage. Par réflexe, il ferme les yeux et rit doucement, puis acide médiéval, pas convoité dans aucun forfait voyage. La combinaison de chaleur, de fumée et d'étincelles crée une atmosphère presque mystique, un spectacle qui exige des nerfs d'acier. Finalement, vous posez le marteau, frottez vos mains douloureuses et poussez un soupir de soulagement. Le sol est jonché d'étincelles refroidies, de petites pierres incandescentes qui ressemblent à des fragments de comètes tombés dans l'atelier. Vous regardez ces particules comme des trésors perdus, en vous demandant si un jour quelqu'un collectionnera des étincelles fossilisées pour les exposer dans un musée. Malgré le danger constant, le sentiment de maîtriser le feu et le métal alimente sa fierté. Vous essuyez la sueur de votre front, regardez le marteau et plaisantez, je suis un demi-dieu du feu contrôlé. Presque un barbier de dragon. Une blague de plus pour terminer l'acte avant de passer à la prochaine mission d'artisanat. Vous regardez la hache usée posée sur l'enclume de fortune, les lames portant encore des bavures et des éclats qui ressemblent aux dents d'un requin affamé. Pour le forgeron médiéval, l'affûtage ne consiste pas simplement à passer une pierre sur du métal, c'est presque de l'alchimie, un rituel qui transforme la saleté et la rouille en un tranchant. Vous placez la lame sur la pierre à aiguiser, l'inclinant avec la précision d'un barbier, et commencez à faire glisser le métal dans un mouvement presque hypnotique, d'avant en arrière, dans un rythme si répétitif qu'il fait voyager votre esprit au rythme des tombeaux tribaux. L'utilisation de pierres naturelles pour aiguiser les armes remonte à l'Égypte ancienne, où la marne et le grès étaient utilisés pour aiguiser les lames de cuivre environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Il est curieux de penser que, des millénaires plus tard, vous suivez toujours des traces similaires, troquant simplement l'Égypte contre les brumes froides de la Normandie. Entre un passage et un autre, vous plaisantez, vous seriez bien dans un spa aux pierres chaudes, sauf qu'au lieu de pieds, ce seraient des lames de hache. Chaque glissement sur la pierre génère des étincelles microscopiques, presque comme de la poussière d'étoiles tombant au ralenti. Vous êtes assis sur un tabouret incurvé, sentez le bas de votre dos protester, et regardez le métal prendre un éclat terne avant de révéler le bord brillant. C'est un processus qui requiert le calme et la patience d'un moine, quelque chose que vous ne prenez certainement pas pour le déjeuner, mais il semble essentiel pour éviter de devenir une collation pour un bûcheron fou. Au XIIIe siècle, les moulins ont commencé à déplacer de longues pierres à aiguiser pour les forgerons des villes riveraines, augmentant la vitesse d'affûtage jusqu'à 50% par rapport à l'effort manuel. Imaginez, vous pourriez aiguiser 10 haches au lieu de 2,
mais vous perdriez l'opportunité d'exercer vos armes et de gagner des cicatrices d'honneur. Vous laissez tomber un rire ironique, pour l'utilité médiévale, tuer 3 fois plus de charpentiers et chauffer le sabot d'un capybara avec la vapeur. Pendant ce temps, votre toucher sur la lame fait la différence entre une boucle élégante et une hache qui déchiquette les douches comme du papier. Vous ajustez l'angle à environ 25 degrés, ce qui vous donne le bord idéal pour la coupe en diagonale. La précision apaise celle d'un chirurgien médiéval, sauf qu'au lieu d'un scalpel, votre instrument est la lame qui délimite les frontières d'un village à l'autre. Curiosité marginale, dans certains villages bavarois, les forgerons mélangeaient des coquilles d'eau en poudre dans le moitié de leur cuir à aiguiser, croyant que le calcium supplémentaire faisait chanter le bord lors de la coupe du bois, c'est-à-dire qu'il produisait à son aigu qui indiquait une coupe efficace. Vous avez essayé cette recette exotique une fois et vous avez juré avoir entendu un cœur d'oiseau se faire trancher dans l'air. Le débat académique fait rage dans les universités pour savoir si ces mélanges étaient des astuces populaires inefficaces ou de véritables améliorations techniques qui ont amélioré la dureté du fil. Vous imaginez des professeurs à barbe blanche gesticulant devant des lames comme des maestros dirigeant un opéra de métal, mais pour vous le test ultime est simple, plus la hache fond du bois sans effort, mieux c'est. Vous plongez la lame dans un seau d'eau pour éliminer les particules détachées, et le sifflement vous fait sursauter où la réaction est si forte qu'elle renverse presque votre chope vide de bière bon marché. Vous faites une blague sarcastique, rien de tel que d'assaisonner une hache et d'avoir soif en même temps. Au fond, vous savez que ce bas rapide, sel, et également le filetage, scellant les micro-fissures et augmentant la durabilité, un cadeau de la science accidentelle. La lame étant propre, on passe à la phase finale, le polissage avec une flanelle imbibée d'huile de lin. La faible friction et l'huile créent un vernis protecteur, brillant comme de l'argent fraîchement poli sous des torchées vacillantes. Vous passez le chiffon en mouvement circulaire, en sentant la texture soyeuse, et vous plaisantez, si cette lame était une paire de chaussures, elle aurait besoin de crème et d'une brosse tous les matins. Mais ce n'est pas seulement un plaisir esthétique, l'huile empêche l'humidité de former de la rouille avant utilisation, en particulier dans les climats humides comme celui dans lequel vous vivez. Les historiens débattent encore pour savoir si la méthode de polissage au feutre et à l'huile a été inventée en Perse ou en Europe occidentale. Vous voulez vous rendre au lieu d'origine juste pour goûter le thé local, mais pour l'instant vous vous contentez de garder la hache prête pour le prochain travail. En faisant glisser votre doigt avec précaution, sans appuyer, bien sûr, vous sentez la coupure qui permettrait même aux manches en bois les plus épais de se séparer facilement. La satisfaction est presque hédoniste, encore meilleure qu'un massage couteau, s'il y en avait un. Vous riez doucement, rien de tel qu'un doigt coupé virtuel pour vous rappeler que je suis en vie. Lorsque la hache repose enfin sur son support, elle brille comme le trophée d'un gladiateur. Vous vous essuyez les mains, frottez la suie et les résidus huileux, et soupirez, la chimie médiévale, transformez le cuivre et le charbon en cauchemar pour les bûcherons paresseux. La symphonie de l'affûtage résonne dans l'atelier, le glissement constant sur la pierre, le sifflement de l'eau, le murmure du tissu huileux. Chaque son est un rappel qu'en fin de compte, le forgeron et le métal sont partenaires dans un délai rustique de création mais de destruction. Vous fermez les yeux un instant, respirez profondément et vous vous souvenez, là-bas, dans ce four, vous avez failli perdre votre pouce, mais maintenant, avec la hache impeccable, vous ressentez le pouvoir d'apprivoiser non seulement le feu, mais aussi le fer lui-même. Vous examinez vos macalos avant de les plonger dans le seau d'eau froide, remarquant de minuscules fissures et coupures qui sont devenues des compagnons inséparables depuis la première semaine d'apprentissage. Chaque fissure est une invitation aux germes médiévaux. Après tout, le tétanos et le paludisme ne respectent pas les jours fériés, et une infection peut signifier des mois de fièvre, de délire et, dans les cas graves, une fermeture prématurée de l'entonnoir de la forge. Vous prenez une grande inspiration et faites une blague interne, qui a besoin d'une émission de télé-réalité sur la maladie quand on a une forge. Alors que vous retirez soigneusement le nettoyant pour plaire une pâte de vin rouge à fusée d'herbes locales réputées pour leurs propriétés antiseptiques, vous sentez la fraîcheur épicée du romarin et du thym, mêlée à l'acidité du vin bon marché. Curiosité marginale, dans certains villages, les forgerons mâchaient des feuilles de sassafras pour purifier le sang, avant de viser la blessure, une technique qui pouvait s'avérer aussi délicieuse que risquée. Vous souvenez-vous de la grimace que le maître a faite en goûtant ce thé brunâtre et en déclarant fièrement « Je n'ai jamais goûté une telle honnêteté ». Au XIVe siècle, les registres urbains mentionnent que les forgerons étaient obligés de payer des cotisations supplémentaires aux deals précisément pour avoir accès aux services médicaux collectifs, car les coupures et les brûlures étaient si fréquentes qu'elles représentaient jusqu'à 15% des absences au travail enregistrées. Vous repensez au dernier reçu tamponné que vous avez vu, il ressemblait plus à un billet à ordre qu'à une autorisation de traitement et vous souriez amèrement, l'assurance maladie médiévale, perforez, saignez et espérez que ça se referme. Vous appliquez une fine couche de graisse de sanglier sur la plaie la plus profonde, en vous rappelant le conseil du maître, gardez la zone lubrifiée pour éviter que le sang ne durcisse et ne crée des ulcères. Cette astuce, selon la tradition populaire, accélérait la guérison,
mais pouvait attirer des mouches affamées qui, si elles n'étaient pas contrôlées, se transformeraient en épaisses tranches de protéines volantes. Les historiens débattent encore pour savoir si cette méthode était réellement efficace ou si elle n'était qu'un simple folklore bon marché destiné à distraire les forgerons de douleurs plus intenses. Vous soupirez, technologie médicale médiévale, testée sur des humains et approuvée par des médecins qui préfèrent monter à cheval plutôt que de soigner des patients. La chaleur de la forge aide à sécher le bandage de fortune, mais vous devez retourner au travail avant que le seigneur féodal ne remarque votre retard. Chaque coup de marteau fait craquer le bandage contre votre poing, et vous ajustez votre main pour garder la douleur à la périphérie de la conscience. Le bourdonnement des moustiques, habitués des plaies ouvertes, est presque un ASMR agaçant, BZZ, bienvenue au spa médiéval de saigner. 3 blagues par minute gardent votre esprit intact, garantissant que le son assourdissant du marteau ne soit pas le seul à résonner dans votre esprit. Rappelez-vous la fois où un assistant, désespéré de fermer une coupure sur son pouce, a enveloppé le doigt de copeaux de bois ou une technique bon marché qui a fonctionné jusqu'à ce que le bandage absorbe trop de chaleur et dégage une faible fumée. Vous plaisantez, le feu sur le doigt était un bonus du combo forgeron. Cependant, éviter les infections était une question de vie ou de mort, et vous avez continué à appliquer des graines de lamourie sur le bandage, croyant au pouvoir collant des huiles naturelles. Le fait historique dominant est que jusqu'au XVe siècle, le tétanos était connu sous le nom de mort spasmodique et les forgerons vivaient sous l'ombre de ce nom sinistre car tout contact avec l'oxyde pouvait déclencher des contractions musculaires mortelles en quelques jours. Vous frémissez à cette pensée, la prochaine étincelle pourrait non seulement percer le cuir, mais aussi inoculer des bactéries perfides sous votre peau. Alors que vous vous promenez dans l'atelier, sentant chaque pas faire vibrer votre os affecté, vous laissez échapper un rire sarcastique, le seul parcours du combattant que vous parcourez ici est celui contre l'infection elle-même. L'arôme métallique dans l'air prend une note acide quand on se souvient que le fer rouillé était considéré comme un allié du tétanos ou une cruelle ironie dans un jeu où le méchant se déguise en matière première. Anecdote supplémentaire, dans certaines communautés rurales de Belgique, les familles de forgerons gardaient des poulets vivants dans la cour pour gratter autour de leur bandage, croyant que leurs plumes agiles aidaient à éloigner les gros insectes, ou du moins à les distraire de la chair humaine. Vous pensez à relâcher le coq dans le hangar, mais cela provoquerait plus de chaos que de protection. Le monde universitaire continue de débattre de la mesure dans laquelle le paludisme, transmis par les moustiques des marais voisins, a touché les forgerons en plus grand nombre que la population générale, alors qu'ils travaillaient avec épuisement près de sources d'eau stagnantes pour tremper le métal. Tu secoues la tête. Piège mortel, lame tempérant l'eau et incubateur de moustiques tueurs. À chaque bouchée, vous ressentez une démangeaison irritante qui menace de détourner votre attention, mais vous prétendez que c'est juste une invitation à en marteler davantage. En reprenant le marteau, vous remarquez la fine ligne de rouille qui se forme autour des vieilles coupures, témoins de la bataille entre vous et le métal, et vous plaisantez, de la rouille dans les veines, de l'adrénaline pure. Cette odeur humide de fer contaminé nous rappelle que négliger les soins était le raccourci le plus rapide vers une tombe anonyme. Vous fermez brièvement les yeux, sentant le fer chaud du marteau et le son hypnotique de l'enclume vous ramener au présent. La douleur que provoquent les bactéries se mêle à la fatigue de travail, un mélange qui, parce qu'il est si constant, semble être devenu une partie de notre carburant quotidien. Et d'une certaine manière, c'est le cas, sans cicatrice, il n'y a pas d'histoire à raconter dans les tavernes la nuit. Enfin, vous terminez la journée en nettoyant soigneusement vos outils, en appliquant de la cendre fine sur chaque coupe ou une autre méthode rustique qui neutraliserait les bactéries et en rangeant votre tablier ensanglanté pour le lendemain matin. Vous soupirez, qui a dit que les forgerons n'avaient pas de routine de spa? Même épuisé, chaque coupure guérie est une victoire contre l'ennemi invisible qui honte son métier. Vous éteignez les torchets, sentez le froid de la nuit envelopper le village et murmurez, survivre jusqu'à demain serait bien. Devenir un fantasme populaire n'est pas mon but. Et tandis qu'il rentre chez lui avec son poignet douloureux, il sait que si le tétanos ne le prend pas, le seigneur féodal exigera plus d'acier et c'est une sentence presque aussi cruelle que n'importe quelle fièvre médiévale. Vous ressentez le poids de la responsabilité avant même de vous être reposé de la journée précédente. Le seigneur féodal enfourche son cheval de trail, cet animal robuste, plus habitué que vous au travail dur, et arrive à l'atelier avec un regard qui laisse présager que des miracles se produiront au premier coup de marteau. À chaque fois qu'il soupire, on se rend compte de l'énormité de la date limite, j'ai besoin de 50 fers à cheval avant l'aube. Et soyons honnêtes, même Beyoncé ne répond pas aussi vite aux messages des fans. La pression commence dès le matin, avant le petit déjeuner, le connu du manoir a déjà répandu des rumeurs selon lesquelles être en retard signifie être condamné à une amende. Le scribe écrit son nom sur une ligne marquée. Le garde scrute la porte, observant ses mouvements avec la patience d'un chat sur le point de sauter. Vous enfilez votre tablier, avant de toucher le marteau, vous prenez une gorgée d'eau, une petite gorgée, car vous savez que chaque seconde compte. Au XIIIe siècle,
Les archives des fournitures de la cour montrent que les seigneurs féodaux punissaient les retards non seulement par des amendes en pièces de monnaie, mais aussi par des peines de travail supplémentaires dans les lords, des zones inhospitalières où le vent et la pluie étaient deux des rares visiteurs amicaux. Vous soupirez en vous souvenant de cette feuille de calcul primitive d'obligation, griffonnée sur un parchemin, indiquant que 3 heures de retard équivalent à 2 jours supplémentaires à la carrière. Pendant ce temps, le seigneur féodal observe sa progression comme s'il s'agissait d'un marathon de chevaux. Il secoue la tête, grimace, et vous faites de votre mieux pour garder votre calme. Ce n'est pas grave, monseigneur, si c'était facile, on vous appellerait le boulanger. La blague interne permet de garder l'humour, car mieux vaut rire que pleurer pendant que tout le fief attend vos créations. Vous savez qu'il n'y a pas de place pour l'erreur, chaque pièce mal faite peut être rejetée et déduite directement de votre salaire, et les déductions directes au Moyen-Âge n'impliquent pas de feuilles de calcul Excel, elles impliquent des matraques et des regards des approdateurs. À chaque lame tordue, à chaque lame déformée, vous imaginez le fief tout entier murmuré, voleur du temps. Curiosité marginale, dans certaines régions de France, il existait une coutume d'envoyer un groupe de messagers pour collecter le paiement des forgerons en retard, et ils utilisaient des tambours pour annoncer le time station, un rythme qui résonnait dans le village et garantissait que personne ne se détendait trop tôt. Vous jurez avoir entendu ces tambours une fois et, pendant une seconde, vous avez pensé que c'était une invitation à une fête. Jusqu'à ce que vous voyiez que c'était une demande de fer à cheval. La tension monte à mesure que le rapport d'échéance est mis à jour, il reste maintenant 70 fers à cheval avant le coucher du soleil demain, et vous n'avez même pas terminé les 50 d'aujourd'hui. Vous sentez votre cœur s'emballer et faites une blague sarcastique, objectif flexible médiéval, se plier uniquement au niveau du cou. Pourtant, il ne peut pas se permettre de vaciller, le fief survit grâce à sa capacité à différer les chevaux pour les missions de guerre ou les transports de céréales. Le débat académique tourne autour du pouvoir dont disposait réellement un seigneur féodal pour imposer des conditions punitives sans passer par un conseil de nobles. Certains chercheurs soutiennent que des tribunaux régionaux existaient, tandis que d'autres soutiennent que la volonté du seigneur était la loi absolue dans le village. Vous imaginez des érudits vêtus de toches discutant de droit médiéval dans une clairière de chêne, ignorant la flaque de boue à proximité, mais pour vous, la loi est enregistrée dans le son métallique d'un seau de cire qui se referme. Vous tenez le marteau et entrez dans un rythme effréné, marteau, enclume, soufflet, répétition. Chaque battement ressemble à un métronome placé, nous rappelant que le temps est la monnaie la plus précieuse du fief. Sa sueur qui coule sur le fer chauffé crée des bruits aigus, comme si le métal protestait, arrête de te précipiter, fou. Vous soyez maladroitement et répondez mentalement, chut, mon ami, j'ai une horde de chevaux qui m'attendent. Au loin, il entend le grincement des portes de la tour et sait que le seigneur va procéder à une autre inspection dans quelques instants. Vous faites une dernière blague, enregistrement dans un hôtel féodal, grâce au retard. Concentrez-vous ensuite sur le flux de travail, en décomposant mentalement les tâches en morceaux, comme si vous étiez un directeur de production du XXIe siècle. Fait historique courant, dans les grands fiefs anglais du XIVe siècle, la production d'outils et d'objets en métal représentait jusqu'à 30% des revenus locaux, faisant de l'efficacité des forgerons un facteur essentiel pour l'économie régionale. Vous imaginez des rapports ennuyeux sur les bilans de production, mais vous préférez la chaleur de la forge aux chiffres sur parchemin. Pour autant, la vitesse ne peut pas compromettre la qualité, des lames tordues impliquent des retouches, et malheureusement, les retouches sont un allié direct de la fureur féodale. Vous repensez à la coupe, regardez la pièce et faites une blague rapide, ferronnerie express, arrivez vite et repartez vivant. L'enclume renvoie le son de chaque coup de marteau, renforçant votre concentration. Vous vous souvenez du jour où vous avez livré 100 carreaux de bouclier avant l'aube à record d'atelier et reçu un sourire rare du seigneur féodal. C'était comme gagner un trophée olympique, sauf sans la médaille, sans la gloire et sans les applaudissements. Certes, le paiement supplémentaire était une couche d'hydromel bon marché, mais cette nuit-là, vous avez dormi fièrement. Maintenant, avec la nouvelle échéance, ce triomphe semble lointain, mais vous utilisez la mémoire comme carburant. Si courir était un art, je serais Michel-Ange du métal. Il est plus facile d'intérioriser cette plaisanterie que d'affronter le regard d'impatience qui revient à chaque visite au fief. Pendant qu'il travaille, il intègre des stratégies d'organisation, séparer les pièces finies en piles, noter mentalement la séquence des formes, chronométrer chaque lot avec la précision d'un étudiant en étoile ou d'un forgeron désespéré. Vous regardez le cadran solaire improvisé sur le mur et plaisantez, une horloge cassée donne aussi l'heure, n'est-ce pas? Le soufflet souffle, l'enclume tâte, le fief murmure. Vous terminez le dernier jeu de fer à cheval, leur donnez un dernier coup de marteau pour vous assurer qu'ils s'adaptent parfaitement et les plongez tous dans l'eau pour les assaisonner. Le sifflement résonne comme un signal de fin de quart du mois pour aujourd'hui. Le seigneur féodal revient, mesure la pile de fer à cheval et examine chaque courbe, chaque forme, chaque coin. Vous retenez votre souffle, sera-ce une approbation ou une punition? Il hoche la tête d'un air lent,
presque dramatique, digne d'un kit vidéo, et dit « Bon travail ». Pour aujourd'hui. Vous laissez échapper un soupir qui semble avoir traversé tout le village, laissant échapper une plaisanterie silencieuse, mission accomplie, capitaine féodal. Le soulagement envahit votre corps, mais vous le savez déjà, demain, il y aura un nouveau défi. Vous ouvrez la porte en bois massif et entrez dans la salle étouffant, tous les maîtres se rassemblent en demi-cercle, chacun enveloppant la fierté de la guilde dans les regards de ceux qui défendent l'honneur avec des coups et des marteaux. L'atmosphère est mystérieuse, des torches scintillent sur les murs humides, projetant des ombres dansantes sur des bannières patinées portant des marteaux croisés. Vous ressentez le poids du rituel avant même de prendre votre place, comme si chaque centimètre cube d'air était chargé de promesses et de secrets. La loyauté envers la confrérie apporte de réels avantages, des prix équitables pour le charbon, l'accès à des clients nobles et la protection contre les concurrents opportunistes. Vous avez déjà goûté à cette sécurité lorsqu'un matin glacial, un entrepôt de fer rival a menacé de couper votre approvisionnement, mais un simple seau de guide a fourni une lettre de crédit pour maintenir le charbon brûlant dans votre forge. C'était presque aussi satisfaisant que de voir un assistant trébucher sur son propre tablier et mouiller son enclume de gel. Mais rien n'est gratuit. Chaque mois, vous payez votre part de frais, calculée sur la production totale de lames, de fer à cheval et de carreaux de bouclier. Si vous êtes en retard dans votre paiement, votre nom est murmuré dans les couloirs et la rumeur dit que seul le silence de l'oubli dans l'exil peut faire plus mal qu'une brûlure de charbon de bois. Vous avez connu un retard de paiement, 3 pièces d'argent manquantes et une conférence publique qui a fait trembler d'embarras même les toiles d'araignée de l'atelier. Le paiement annuel pour la promotion d'apprentis à compagnon était presque un test de dette, vous économisiez pendant des semaines, prêt à travailler sous la pluie pour gagner les deniers nécessaires. Lorsqu'il a finalement présenté son parchemin tamponné, il a été accueilli par une tape dans le dos et un « Bienvenue au club » qui ressemblait plutôt à « Bonne chance, tu vas en avoir besoin ». Mais cela valait chaque centime dépensé, le titre de compagnon lui permettait de négocier des contrats dans les villages voisins et, croyez-moi, il payait plusieurs repas de pain moisi. Curiosité marginale, dans certaines régions d'Europe de l'Est, il existait une coutume de boire une gorgée d'hydromel béni tout en jurant allégeance à la guilde, comme si la boisson donnait du courage et éloignait les mauvais esprits, même si l'on pourrait penser que le seul esprit à éloigner était son reflet ivre dans le tonneau. Le rituel a pris tellement de temps que la dernière fois que vous y avez participé, vous avez presque raté le temps de martelage et vous ne vous en êtes rendu compte que lorsque l'enclume a commencé à chauffer sans vous. Ce sentiment de fraternité s'entoure aussi de codes secrets, mots de passe échangés aux portes des ateliers, panneaux discrets collés sur les rampes et entrées cachées derrière des étagères de fagots de charbon. Vous étiez-vous déjà senti comme un agent secret médiéval, serrant votre poing contre votre poitrine pour transmettre le signal convenu, et avez-vous presque accueilli un rat d'égout pensant qu'il était un maître déguisé? Mais tout n'est pas un jeu de fraternité. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les guides ont réellement stimulé l'avancement des techniques de travail du métal aussi, au contraire, elles ont enfermé l'artisanat dans des traditions rigides qui ont retardé l'innovation pendant des siècles. Alors que certains soutiennent que la standardisation des outils a augmenté la qualité de la production, d'autres soutiennent que le fardeau des impôts et des rituels a étouffé les inventeurs prometteurs. À l'intérieur de la salle, vous remarquez les regards de compagnons plus âgés, qui détiennent des secrets d'alliage métallique gardés sous clé. Certains se font passer pour des mentors silencieux, d'autres murmurent des théories sur des étises rafraîchissantes qui feraient chanter même l'acier le plus brut. Vous avez essayé de tirer une de ces formules d'une conversation banale, mais vous avez toujours été accueilli par un sourire énigmatique, forfait premium, mon ami à portefeuille bien garni, esprit ouvert. Je plaisante, vous avez même essayé d'offrir un poulet pour payer la cotisation annuelle, mais l'offre a été refusée avec des rires étouffés et la recommandation d'apporter quelque chose qui valait autant qu'un tonneau de bière. Depuis lors, vous avez appris que lorsqu'il s'agit de négocier dans la guilde, rien ne vaut les pièces brillantes et les promesses de livraison rapide. La confrérie impose également une censure subtile. Si vous remettez trop en question les méthodes traditionnelles, vous risquez de vous attirer le regard du maître, ce haussement de sourcil glacial qui vous fait froid dans le dos. Avez-vous déjà vu des collègues passer des nuits entières à discuter de la logique d'une finition particulière, pour finalement se voir demander de se remettre au travail d'une manière pas si subtile? Et pourtant, ce cordon de contrôle offre quelque chose de rare dans un monde incertain, un sentiment d'objectif et de communauté. Vous souvenez-vous quand un incendie a dévasté la moitié du village et que la guilde a coordonné les réparations, fournissant des haches, du fer et même des renforts militaires pour maintenir la sécurité? Ce geste, pour vous, était plus précieux que n'importe quel avantage monétaire, presque comme recevoir une étreinte de fer au milieu du chaos. Blague rapide, rien de tel que d'oublier de payer sa facture mensuelle pour découvrir qui sont ses vrais amis en ode métallique. Mais le fait est que, lorsque le tonnerre des marteaux s'aligne à l'unisson dans la fraternité, vous avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que votre petit four fumant. Et à la fin de cette journée rituelle,
Alors que vous quittez la pièce avec votre nouveau seau d'eau, compagnon reconnu, vous prenez une grande inspiration et plaisantez avec votre propre écho, bienvenue à l'union du bruit et de la suie, où la retraite est un mystère aussi grand que les secrets de la Ligue parfaite. Vous regardez le tas de minerais de fer dans le coin de la forge et sentez le poids de chaque tiers avant même de la ramasser. Ce n'est pas seulement l'effort physique que représente leur déplacement, mais le coût que chaque pièce entraîne, tribut au seigneur féodal, cotisation de guilde, transport jusqu'à son atelier. Le véritable prix de chaque poignée de fer se comptait en sueur, en pièces de monnaie et parfois en concession de loyauté. Vous ajustez les anses du grand sac en cuir contenant les pierres et faites une blague. Qui aurait cru que le fer aurait une telle valeur sentimentale? Les prix du minerai variaient en fonction des récoltes saisonnières et des routes commerciales. Les années où la production de charbon était faible ou ce qui, rappelons-le, alimente le four où le fer devenait encore plus cher, car les mineurs n'avaient aucun moyen de le purifier correctement. Historiquement, des documents datant du milieu du XIIIe siècle montrent que, certaines semaines, le prix du minerai pouvait augmenter jusqu'à 40% lorsque de fortes pluies bloquaient les routes carrossables. Vous vous souvenez avoir payé presque 2 pièces d'argent supplémentaires juste pour vous assurer des matières premières avant une tempête et avance, 2 pièces dans une main et un coup dans l'autre ont changé de valeur en quelques secondes. Pour contourner ce problème, certains forgerons s'aventuraient comme marchands de passage, ils achetaient du minerai dans un village et le revendaient dans le leur, en pochant le bénéfice. Vous avez déjà passé ce test une fois, en transportant des sacs de fer sur des sentiers boueux, en évitant les bandits de grand chemin et les bandits dans des gobelins, et vous vous êtes retrouvé avec un poignet douloureux, un sac déchiré et presque aucun profit. Blague à terme, entreprise minière médiévale, 0 profit, 100% aventure. Curiosité marginale, dans les régions montagneuses d'Europe centrale, il existait une coutume selon laquelle les forgerons échangeaient du minerai contre de la bière artisanale dans la taverne locale. C'était la monnaie de pierre et de Malte, qui maintenait l'économie circulaire des petits villages. Vous avez failli conclure ce marché, mais vous avez reculé lorsque vous avez réalisé que transporter des barils sur une poutrelle de chargement était aussi lourd que le minerai lui-même. Pendant ce temps, des commerçants professionnels, appelés marchands tournants, voyageaient en caravane protégés par des gardes armés pour transporter du fer et du charbon en grande quantité. Ces marchands pouvaient négocier de meilleurs prix et garantir la livraison même en temps de guerre, mais ils facturaient une commission que seul un riche baron serait prêt à payer. Vous imaginez des débats houleux sur les pourcentages de bénéfices, des scades arrachés sous le coup de la colère et, à la fin, un contrat signé avec une pointe d'oie sur un parchemin à un spectacle secondaire par rapport à votre travail sur l'enclume. Cependant, il n'a pas toujours été possible d'éviter les pénuries. Au pic de la demande, lorsque les armées marchaient ou que les châteaux commençaient des rénovations, le minerai disparaissait tout simplement du marché. En 1291, lors de la construction des murs de Conwy, au pays de Galles, le forgeron en chef payait l'équivalent de près de la moitié de sa production mensuelle juste pour approvisionner les forgerons, car le roi exigeait que les murs soient érigés sans délai. Pouvez-vous imaginer travailler sous ce stress, la vraie forge, payer cher ou sauter la barrière? Le débat scientifique persiste quant à la mesure dans laquelle ces fluctuations de prix ont influencé la migration des forgerons entre les royaumes médiévaux. Certains disent que la promesse de bon profit a poussé les artisans à traverser montagnes et rivières, tandis que d'autres affirment que l'insécurité et le risque de matrouille, il y a eu des vols ont retenu beaucoup d'entre eux dans leur forge d'origine. Vous riez amèrement, migration de métal, plan étoile zéron, hébergement en boucle. Pour conserver une certaine autonomie, certains forgerons stockaient leurs propres réserves de minerais, cachant des pierres dans des tunnels souterrains ou des coffres secrets. Dans un village voisin, il entendit parler d'un autre villageois qui avait creusé une chambre en pierre sous le grenier pour stocker le fer sans payer les cotisations mensuelles de la guilde. Lorsque la guilde a finalement découvert la vérité, le forgeron a été contraint de payer une amende équivalente à 3 mois d'impôts et a également perdu le droit de commercer en dehors des limites du village pendant 1 an. Vous souriez et secouez la tête. Cachette secrète, un casse-tête public. Malgré tout, le minerai restait le cœur de son commerce. Sans lui, il n'y aurait pas de feu, il n'y aurait pas de marteau, il n'y aurait pas d'artisanat. Chaque bloc de fer représentait la promesse de créer quelque chose qui dépasserait le poids de la matière première elle-même, un kit de ceinture personnalisée, une lame qui couperait le bois en quelques secondes, un fer à cheval qui soutiendrait les chevaux lors de voyages épiques. La responsabilité et le coût étaient mêlés à chaque centimètre cube de fer. Vous soulevez le dernier bloc de la journée, et avant de le placer dans le four, vous faites une dernière blague, le véritable en noir du monde antique. Seulement plus froid au toucher. Les flammes vous accueillent et vous respirez la chaleur qui, bien que douloureuse, donne néanmoins de l'éloquence à l'artisanat. Vous poussez la porte drassante de la forge dans le silence crépusculaire et sentez immédiatement le froid de l'obscurité s'insinuer dans les coins poussiéreux. Les ombres dansent au rythme faible de la détorche et, pendant un instant, vous jurez entendre des ailes frissonner dans l'air des chauves-souris, bien sûr, les visiteurs nocturnes les plus constants de ce temple de métal.
Vous fermez les yeux et écoutez l'écho lointain des gouttes d'eau qui s'égouttent du plafond en bois pourri, chaque pigne se répétant comme un métronome macabre. Dans de nombreux villages médiévaux, les forgerons accrochaient des fers à cheval en forme inversée au-dessus du seuil de leur atelier pour éloigner les sorcières et le mauvais œil. On croyait que de fer créait un réservoir de chance et éloignait les forces du mal de l'établissement. Vous grimacez en vous souvenant de votre propre charme de ferraille, un fer à cheval tordu maintenu par un clou tordu, qui, malgré tout, est toujours là, drassant chaque fois que le bois se contracte dans le froid. Dans la lumière vacillante, vous scrutez les murs couverts de sabots rayés, pentagrammes grossiers, croix de fer, inscriptions à peine lisibles en latin populaire. Curiosité marginale, dans certaines régions d'Alsace, les forgerons gravaient l'acronyme APX au-dessus du phono à abréviation de Anima Protexa Christi, croyant que ces 3 lettres protégeaient l'âme des flammes incontrôlées et des incendies perfides. Vous touchez du pouce-win de ces lignes, sentez le relief irrégulier du cuir du tablier et murmurez, une protection sélective, mais est-ce que ça marchera contre les étincelles? Lorsque vous rallumez le soufflet, le sifflement de l'air entrant dans le four ressemble à un soupir surnaturel. Les historiens débattent encore pour savoir si ces superstitions ont été créées par les artisans eux-mêmes pour contrôler leur peur de l'inconnu, ou si elles ont été imposées par les autorités ecclésiastiques essayant de maintenir l'artisanat dans les paramètres divins. Vous imaginez des bouffons vêtus de toges agitant des parchemins sérieux, se demandant si une égratignure sur le mur valait autant qu'une prière sincère. L'odeur du fer chauffé se mêle à l'arôme d'oxamé de la vieille dia laissée à fermenter dans un coin sombre. Vous vous approchez de l'encumé. Avant de frapper, vous remarquez une chauve-souris cachée dans le creux d'une poutre, ses oreilles tournant à mesure qu'elle capte chaque vibration métallique. Certains collègues pensent que ces chauves-souris sont des messagères d'esprits anciens ou des protectrices de la flamme éternelle, mais vous doutez que l'une d'entre elles paie un loyer pour se percher là. Au XVe siècle, des archives provenant de monastères voisins mentionnent que les couvents envoyaient des moines chanteurs dans les forges pour exorciser les supposés démons étincelles avec des hymnes sacrés. Vous souriez en vous rappelant la dernière fois où une chorale a chanté faux à l'intérieur de l'atelier, les voix résonnaient si fort qu'elles ont contribué à disperser les braises chaudes contre le mur opposé, créant un minuscule cratère dessus. Exorcisme raté, décoration gratuite, plaisantez-vous à l'époque. Pendant ce temps, le tap-tap de son marteau sur l'enclume semble attirer toutes sortes de bruits nocturnes, des planches qui craquent, le plaquement du caoutchouc des chaussures lourdes, des murmures indéfinissables qui pourraient bien être le vent. Ou pas. Fait curieux, dans certains villages du nord de l'Europe, les forgerons transportaient une fiole d'eau, résidu d'eau bénite, laissée par les prêtres après les baptêmes, et ils considéraient ce liquide comme un répulsif contre les mauvais esprits, en répandant des gouttes sur la surface. Dans les coins sombres avant de commencer le quart de nuit. Vous, pragmatique, avez préféré utiliser de l'eau ordinaire et prier pour ne pas rencontrer de menaces surnaturelles. Les couloirs de l'atelier se transforment en un labyrinthe d'ombre dès que vous vous éloignez du four. Vos pas résonnent comme des notes graves dans une mélodie prudente, et vous murmurez « Je préfère les chauves-souris enrageants ». Mais derrière la blague se cache un véritable avertissement, les rongeurs nocturnes sont également attirés par la chaleur, et personne ne veut d'une armée de rats qui volent des fissures dans leur sac de charbon. Le débat académique fait rage sur la mesure dans laquelle ces pratiques superstitieuses ont influencé les techniques de travail réel. Les sabots rayés avaient-ils une valeur pratique, comme rappel de sécurité, ou était-il un pur théâtre pour calmer les nerfs avant des nuits de vigilance incessante? Vous secouez la tête et revenez au soufflet, pensant que si des désabranciers empêchaient les accidents, il y aurait déjà des crucifix pas sur le marteau. À chaque explosion, le four rugit plus fort, illuminant les marques sur le sol et révélant une tache sombre, peut-être du sang séché provenant d'une ancienne erreur. Vous l'inspectez attentivement en plaisantant, cela a dû être le théâtre d'une émission de télé-réalité d'échecs. Ensuite, essuyez le marteau avec le chiffon huileux, en surveillant tout mouvement suspect. Les chauves-souris, à leur tour, semblent curieuses à votre égard. L'un d'eux flotte près de votre tête et vous plaisantez silencieusement, crâne miniature, visite VIP. La créature assiste pour planer, comme si elle voulait comprendre le but de ce bruit métallique. Les histoires locales racontent qu'un forgeron appelait cette espèce « gardienne des braises », croyant que le vol des chauves-souris indiquait la bonne température de la forge. Vous reprenez le marteau et frappez légèrement, produisant un son plus aigu qui attire l'attention de la batte. Le petit animal tourne en battant des ailes et vous en profitez pour observer la façon dont la lumière se reflète sur ses membranes translucides. Flying ASMR, pensez-vous en analysant chaque rythme doux et chaque mouvement chorégraphié. Soudain, un gros fracas retentit dans le silo à charbon, probablement un morceau de vieux bois cédant sous le poids. Vous marquez une pause, levez votre marteau et murmurez, si c'était un fantôme, bienvenue au spectacle de métal. En réponse, seulement un silence perçant, qui fait battre votre cœur un peu plus vite. Avant de plonger le métal dans le seau d'eau pour le tremper, on touche le sabot protecteur gravé sur le bord de l'enclume, un simple cercle avec 3 points à l'intérieur,
qui, selon la tradition locale, empêchait les étincelles perfides d'atteindre les yeux. Curiosité marginale supplémentaire, entourage, la combinaison d'un cercle et de 3 points était censée imiter les constellations protectrices observées dans le ciel nocturne, créant un lien mystique entre le forgeron et les étoiles. Vous riez doucement, vous demandant combien de vos camarades de classe ont réellement compris la référence astronomique. Alors que la vapeur monte au rythme des étincelles restantes, vous pensez à nettoyer votre tablier, car vous serez de retour avant l'aube demain. Entre ombre et bricolage superstitieux, vous trouvez un réconfort rare, la certitude que, même dans l'obscurité, il existe un rituel ou une chorégraphie de croyances et de fonctions et qui vous permet de garder le contrôle du chaos métallique. Et si une entité nocturne décide de le tester, il saura exactement où placer 2 coups de marteau pour attirer l'attention de la chauve-souris gardienne. Vous posez le marteau de côté un instant et regardez les outils alignés sur la table, ciseaux, poinçons, marteau à tête platée, au centre, un ensemble de lignes fines qui brillent à la lumière vacillante de la torche. Aujourd'hui, il se concentre sur le travail du métal, le travail consistant à façonner de fines feuilles de métal en conteneurs, tuyaux et feuilles, un art aussi ancien que mystérieux. Vous prenez l'une de ces limes, passez vos doigts sur le manche en bois et sentez les rainures, un rappel tactile que chaque outil recèle des générations de secrets. Dans les manuscrits du XIIIe siècle, on trouve des descriptions détaillées de fer-blantier produisant des chaudrons et des conduits d'eau pour les thermes des villes médiévales. Ces pièces devaient être moulées avec précision pour éviter les fuites, ce qui nécessitait une technique raffinée et beaucoup de patience. Il est étonnant de penser qu'avant ces documents, personne ne sait avec certitude s'il existait déjà un métier organisé de fer-blanterie ou s'il s'agissait simplement de forgerons adaptant la technique. Les historiens débattent encore pour savoir si la fer-blanterie est apparue comme une ramification de la forge ou comme un métier complètement distinct. Vous tenez la feuille de métal qui se transformera en un généreux entonnoir pour évacuer l'eau de la citerne et vous remarquez son épaisseur, assez fine pour se plier, mais assez solide pour ne pas se déchirer lorsque la rouille s'installe. En chauffant le métal sur des charbons ardents, vous sentez la chaleur rayonner à travers les os de vos doigts, comme une étreinte brûlante. Retirez ensuite la plaque chauffée en rouge et placez-la sur l'enclume cordée, en secouant doucement le marteau de pliage léger. Chaque coup est calculé, presque rythmé, et vous remarquez le son creux du métal qui cède sous le poids à un ASMR ensoleillé qui glacerait le cœur de toute personne distraite. Fait amusant, dans certains villages du nord de l'Italie, les fer-blantiers médiévaux ajoutaient des miettes de scie provenant d'os brûlés à l'alliage d'étain et de cuivre lors de la fabrication de soudure, croyant que les restes d'animaux donnaient aux joints une résistance supplémentaire. La théorie est bizarre, mais elle était si répandue que quiconque osait la remettre en question était qualifié d'hérétique par des enseignants expérimentés. Vous vous demandez si ce patch durerait plus longtemps sous la pluie, ou s'il sentirait simplement pire lorsque le métal sera sale. Alors que vous pliez la tôle pour façonner l'entonnoir, vos mains ressentent des sensations contradictoires, la fermeté du marteau, la douceur de la cordure, la texture granuleuse de l'enclume courbée. Vous souvenez-vous de la froide matinée d'hier, lorsque la glace a failli faire s'effondrer l'enclume sous le poids d'un lingot détaché? Qui aurait pensé que travailler le métal impliquait aussi d'improviser maçon? Et laisse échapper un rire étouffé. Ce souvenir est votre souvenir préféré, la preuve que peu importe à quel point les choses semblent mauvaises, vous trouvez toujours un moyen d'avancer. Au cœur de l'atelier de carrosserie, le savoir technique ne vient pas seulement de l'acier et du feu, mais des formules de mesure, les angles à 45 degrés pour épouser les plis sans déformer la tôle, le volume exact d'étain pour recouvrir les soudures et éviter les fissures, et la pression idéale du marteau de pliage pour ne pas trop étirer le métal. Ces modèles ont été documentés dans les guildes de fer-blantier d'Europe du Nord à partir des années 1290, mais certains affirment que des pratiques similaires existaient déjà dès le XIe siècle, transmises oralement dans les ateliers familiaux. Vous prenez une grande inspiration et reprenez votre travail, remarquant l'arôme du métal chauffé mêlé à l'odeur du suif de mouton répandu sur les roues à souffler un lubrifiant rustique qui facilite le soufflage et donne une note douce amère à l'environnement. À chaque respiration, le feu crépite et de petites étincelles jaillissent comme des lucioles fuyant un tapis d'herbe haute. La chaleur bat dans ta poitrine, presque au rythme de ton cœur. Fait historique majeur, on sait qu'en 1271, la ville de Paris réglementait les fer-blantiers au même titre que les orfèvres, en établissant des points minimaux pour les tôles utilisées dans les bassins et les chaudrons, une norme pionnière qui garantissait l'uniformité et protégeait le consommateur de produits fragiles. Ces règlements ont été rédigés sur des rouleaux de parchemin qui sont encore étudiés aujourd'hui par les chercheurs en histoire économique. Vous vous arrêtez et examinez la découpe métallique qui commence déjà à prendre la forme d'un grand entonnoir, avec des bords symétriques et une surface lisse. Le travail de limage des imperfections exige la patience d'un moine, chaque coup de lime enlève des éclats presque imperceptibles, révélant un brillant poli sous la suie. À ce moment-là, vous faites une blague silencieuse, qui aurait pensé que se détendre serait comme travailler en ralenti avec un fichier?
Le monde académique débat encore de la question de savoir si les techniques de ferblanterie se sont développées indépendamment dans différentes régions ou s'il y a eu un point de diffusion unique, peut-être lié aux routes de pèlerinage qui traversaient l'Europe. Certains chercheurs évoquent des preuves de migration d'artisans entre la Castille et la Flandre, tandis que d'autres pensent que l'artisanat est apparu simultanément dans différents centres urbains, en raison du besoin commun de transporter de l'eau et de stocker de la nourriture. Vous posez le marteau et prenez une brosse en crâne au cheval pour nettoyer l'excès de limaille, sentant le doux frottement des poils contre la tôle presque finie. Le son rappelle le bruissement de la soie, un curieux contraste avec la dureté du métal. Une autre blague, rien de tel qu'une coiffure brossée pour le métal gris. Enfin, il est temps d'assembler les pièces, vous chauffez à nouveau les bords, appliquez brièvement un cordon de soudure à base d'étain et faites tourner le soufflet avec une vigueur modérée. Le métal fond dans une fusion mélodieuse, un son qui confine à un soupir, tandis que vous scellez la soudure avec de légers coups de marteau en or, une technique précise qui, si elle est exagérée, pourrait fissurer le joint. Lorsque l'entonnoir est prêt, vous le plongez soigneusement dans l'eau froide. Un bref sifflement, suivi de délicats nuages de vapeur qui apaisent vos yeux, caressant presque vos paupières. La pièce émerge sans fissure, affichant des contours parfaits. Vous touchez la surface et sentez le froid humide, une caresse qui confirme la réussite de l'œuvre. Vous soupirez de satisfaction et faites la dernière blague de la journée. Tous les hauts ne portent pas de cape, certains portent des tabliers et des marteaux pour dompter le courant de l'eau. À ce moment-là, vous savez que vous soyez bricoleur ou forgeron, le pouvoir d'être témoin de la transformation du métal continue d'être le feu qui alimente votre courage. Vous observez le mouvement frénétique du marché autour de la forge, où les étals des marchands se disputent l'espace avec des enchères tonitruantes et du calèche grassant sur des pierres inégales. Chaque balcon en fer que vous vendez là-bas a non seulement du poids, mais aussi la valeur d'affecter une petite partie de l'économie locale. Vous transportez une pile de lames, de fer à cheval et de lingots polis jusqu'à votre stand de fortune, disposez les marchandises sur la table en bois et soupirez, marchés médiévaux, où même le fer fait sa publicité. Les marchands crient offre et réduction, et l'odeur des épices se mêle à celle du charbon. Un tas de grains de poivre noir se dresse sur le côté dans des sacs en abrite. Devant lui, les pièces de monnaie teintent tandis qu'un marchand curieux les examine au soleil couchant. Vous plaisantez, rien de tel que l'odeur du poivre pour accompagner la suie à la combinaison officielle du chef forgeron. Au XIVe siècle, les foires annuelles comme celle de Champagne deviennent des centres commerciaux stratégiques, transportant des milliers de tonnes de métaux et d'autres produits, et contribuant à financer la construction de cathédrales et de fortifications. C'est dans cet environnement que vous proposez vos pièces aux marchands ambulants, sachant qu'un seul contrat peut garantir un approvisionnement mensuel en charbon et même alléger le montant des taxes locales. Curiosité marginale, dans certains villages de France, le marché comprenait des enchères sonores, où les forgerons frappaient leurs outils les uns contre les autres pour démontrer la qualité du métal. Le prix final n'a pas été influencé par l'apparence, mais par le timbre du bruit. Vous y avez participé une fois et avez juré avoir entendu un gong céleste, jusqu'à ce que vous découvriez qu'il s'agissait simplement d'un rouleau de charrette qui passait. Tandis que vous négociez, vous remarquez des regards évaluateurs sur les visages des marchands, chaque courbe d'une lame, chaque éclat du métal, est inspecté avec une loupe imaginaire. Vous ajustez votre tablier, riez brièvement et dites à voix basse, si c'était un défilé de beauté, j'enverrais le métal faire le podium. Mais, derrière l'humour, il sait que la qualité prouvée engendre la réputation, et la réputation engendre de futurs contrats. Le débat académique sur les routes commerciales médiévales se demande encore si le réseau d'échange a impulsé des innovations technologiques dans les ateliers ou s'il a simplement consolidé des pratiques déjà établies, limitant la dispersion des secrets de forge. Vous pensez à cela en comptant vos pièces, en vous demandant si chaque chèque de paie aura le pouvoir de conquérir de nouveaux marchés ou s'il sera dépensé en part assis à la fin du mois. Vous présentez un fer à cheval parfaitement ajusté et le montrez à un client en quête de solidité, vous l'installez sur un clou, le frappez 2 fois et regardez l'écho structuré se répercuter autour du carré. Le client sourit joyeusement et conclut l'affaire en offrant 3 pièces d'or pour 10 pièces, un prix généreux qui fait battre votre cœur de soulagement et de fierté. Vous plaisantez en silence, 3 pièces d'or pour chaque rythme mélodieux. En emballant les fers à cheval, vous ressentez la sensation rideuse des poignées du sac en a et l'odeur terreuse du cuir vieilli. Une poignée de pièces tombe dans le sac avec un tintement qui ressemble à une musique de victoire. Vous faites une blague, l'argent s'adapte bien au fer, et il craque aussi mieux qu'un noble festin. Des commerçants informels, appelés, fidèles du marché, circulent entre les étals en proposant crédit et avance. Ils consignent leurs dettes dans un livre relié, en échange, garantissent un approvisionnement immédiat en charbon ou en minerai, en facturant des intérêts qui varient selon la saison. Vous avez déjà emprunté de l'argent de cette façon, en période de besoin, 5% d'intérêt par mois semblait rendre le pas du lendemain moins cher. À chaque inscription sur le parchemin, on sent le poids de la dette augmenter un peu plus.
Curiosité extra-marginale, dans l'Angleterre médiévale, certains forgerons créaient des clubs d'achat dans lesquels ils se réunissaient par groupe de 5 pour négocier collectivement les prix des matières premières, obtenant des remises allant jusqu'à 15% auprès des mineurs locaux. Vous avez essayé de convaincre 4 collègues de se joindre à ce projet, mais 2 d'entre eux ont abandonné lorsqu'ils ont réalisé que partager le charbon signifiait également partager la responsabilité des retards. Au moment de fermer la caisse, vous comptez chaque pièce avec précision, en sentant l'écorce légère du cuir du sac contre votre pouce. Le marché se défait lentement à mesure que les torches s'éteignent. Les vendeurs plient leurs étals et les enchères laissent place au murmure de la nuit. Vous ramenez le lourd sac à la forge et vous murmurez, un aller-retour avec de l'or sur le dos est un exercice herculien. Vous cachez une partie de vos bénéfices dans un coffre à verrouiller dans votre atelier, sentez la sensation froide du métal lorsque vous insérez la clé dans le verrou et faites une blague interne, coffre-fort médiéval, garanti de tomber si les rats envahissent. Mais au fond, vous savez que ce petit trésor représente plus que des pièces, c'est la sécurité, l'autonomie et la preuve que votre travail vaut chaque goutte de sueur. Finalement, vous allumez une bougie pour éclairer le chemin du retour, vous sentez la douce cire qui contraste avec la suie encore collée à votre tablier et vous vous dites qu'en fin de compte, le marché et les échanges sont plus que du commerce, ils sont le réseau qui relie les métiers, les familles et histoires à travers le temps. Vous soupirez et faites la dernière blague de la journée, sans marché, le fer est devenu une légende. Avec lui, il est devenu la vie. Vous vous réveillez avant le soleil, mais aujourd'hui n'est pas le jour pour marteler avec force brute, c'est le jour pour sentir le pouls de l'innovation qui commence à transformer chaque coup de soufflet et chaque rotation de la roue en magie mécanique. Vous vous approchez du fourré, au lieu d'allumer le soufflet manuel, vous positionnez le levier qui active le soufflage, qui est médiatisé par un ensemble de leviers et de cours. L'air pénètre au cœur du feu comme un léger soupir, créant une flamme plus stable et moins épuisante pour votre corps encore endormi. Le martelage a désormais un rythme presque musical, le métal chauffé danse sous votre marteau tandis qu'une roue actionnée par le maintient le soufflet en pulsation constante, libérant votre bras pour des ajustements plus fins au lieu de souffler avec insistance. C'est comme échanger votre séance d'entraînement matinal contre un cours de ballet, vous contrôlez la danse, plutôt que d'être entraîné par le rythme épuisant. Les historiens rapportent qu'à la fin du XIIIe siècle, les moulins ont été adaptés pour déplacer les soufflets en continu, augmentant la productivité jusqu'à 70% sans épuiser les apprentis. Chaque engrenage et chaque poulie émettent un léger craquement métallique, mêlé à l'arôme familier du charbon de bois et de l'huile de lin. Vous passez votre main sur les dents de l'engrenage pour sentir la texture froide et irrégulière, remarquant le soin ancien qui maintient cet ensemble de pièces fonctionnant en harmonie. Curiosité marginale, dans certaines régions de Rhénanie, les forgerons ajoutaient de petites gouttes d'huile de nom aux engrenages pour réduire la friction et ils pensaient que le composé organique ramollissait le fer sans qu'il soit nécessaire de le retoucher constamment. Vous laissez échapper un ricanement. Lubrifiant au goût de salade médiévale, presque pas fait pour le barbecue. En inspectant le système, vous remarquez le balancement subtil des chaînes reliant l'arbre principal au soufflet. Chaque éclaboussure d'eau contre la roue envoie un long soupir à travers le fer, et vous le comparez mentalement au son des douces vagues sur la plage ou de l'ASMR liquide, s'il en existe. Ce changement radical rappelle la mode des haches stationnaires du passé, et la blague revient, bien qu'alimenter un moulin soit moins cher que d'alimenter les poumons humains. Le soufflet hydraulique n'élimine pas toutes les difficultés, la régulation du débit d'air nécessite toujours votre doigté délicat. Vous ajustez la valve manuellement, en calibrant le coup jusqu'à ce que le feu atteigne la teinte souhaitée, du rouge foncé à l'orange vif. Il est prouvé que la température est essentielle à la fabrication d'un acier de haute qualité, et les débats universitaires font toujours rage quant à savoir si les forgerons les plus performants ont réussi à contrôler le feu par des mesures empiriques ou par une intuition accumulée. Alors que la chaleur danse, vous organisez l'espace autour du système, vous nettoyez les résidus de carbone et d'huile qui pourraient obstruer les engrenages, vous souvenant d'une époque où un granule tenace bloquait le soufflet lors d'une forge pour le seigneur féodal où le silence soudain rendait même les murs avoir peur. Vous riez doucement, rien de tel qu'un problème mécanique pour vous rappeler que même le métal a besoin d'être nettoyé. Profitant du mot d'oreille, vous pouvez reprendre le marteau léger et expérimenter des techniques de dessin qui nécessitaient auparavant des efforts herculéens. Maintenant, vous didez le métal lentement, faites des mouvements précis, pliez de manière poussière et sans trembler, comme un pâtre appliquant ses derniers coups de pinceau. La pièce qui en résulte présente des contours plus lisses et plus uniformes, prouvant que la technologie et l'art peuvent aller de pair. Curiosité marginale supplémentaire, dans certains métiers à Naples, les ferblantiers pionniers utilisaient des engrenages entraînés par des chambres à vapeur rudimentaires à des expériences que certains appelaient « four à vapeur » et d'autres « folie d'alchimiste ». Vous aimeriez essayer un de ces systèmes, mais pour l'instant vous vous contentez de ne pas avoir à pousser le soufflet comme un forçat sur le galion. Le bruit du marteau résonne désormais en rythme mécanique, résonnant dans l'hangar comme un métronome finement réglé. Vous concentrez votre attention sur les détails, chaque coup extrait des centièmes de millimètre du métal,
permettant à votre toucher de définir des épaisseurs presque chirurgicales. C'est la révolution qui transforme le forgeron d'un guerrier brut en un artisan de précision. Pour terminer la transformation, vous activez le bras mécanique, un simple contrepoids qui soulève et abaisse les marteaux lourds, libérant ainsi vos mains pour des réglages précis. Ce mécanisme remonte à la fin du XIVe siècle, lorsque les forgerons anglais ont adapté des leviers et des poulies provenant d'ateliers de métallurgie pour créer des marteaux automatiques. Cette avancée accélère le travail répétitif et réduit les blessures chroniques à l'épaule, même si elle nécessite toujours une surveillance attentive pour éviter les coups de marteau intempestifs. Vous sortez le marteau à main, ressentez la force mécanique et sentez le poids disparaître, presque comme si vous retiriez un sac à dos rempli de pierres de votre dos. Cette sensation suscite une blague interne, tirer un levier est devenu plus gratifiant que de tirer un fer chaud. En regardant la pièce finale prendre forme, vous remarquez le contraste entre le passé et le présent, la sueur coule toujours, la chaleur brûle toujours, mais il y a désormais plus de place pour la créativité que pour la simple endurance physique. À chaque mouvement du mécanisme, on se rappelle que l'innovation est un carburant aussi précieux que le charbon lui-même. Enfin, vous éteignez soigneusement le système, fermez les valves, refroidissez les engrenages avec un chiffon humide pour éviter l'oxydation et faites un dernier signe de tête respectueux à l'orchestre mécanique complexe. Vous soupirez, touchez l'acier brillant et plaisantez, qui aurait pensé qu'un jour j'appellerais une poupée en bois ma collègue. Le doux battement de l'eau qui retourne dans le cours de la rivière résonne comme des applaudissements lointains tandis que vous nettoyez vos outils et parcourez votre liste de contrôle d'entretien. La technologie a transformé le rare, mais ils ont conservé l'essentiel de leur pouvoir, la capacité de maîtriser le feu et le métal. Vous enlevez la suie de la lame finie et la tenez devant la lumière vacillante de la torche, admirant l'éclat argenté qui résiste à l'épreuve du temps. Chaque ondulation dans le métal raconte une histoire de chaleur, de martelage et de soin et vous réalisez, pour la première fois depuis des jours, que vos mains ont non seulement forgé des objets, mais ont laissé une marque sur les siècles à venir. L'héritage du forgeron médiéval perdure dans des portes ornées, des clés audacieuses et des armures qui reposent encore aujourd'hui dans les musées, témoignant de son art silencieux. En passant le bord d'un chiffon doux sur la lame, vous ressentez l'écho lointain de la crainte que vos descendants entendront des millénaires plus tard. Les pièces forgées dans leur artisanat ont inspiré les artistes de la Renaissance à incorporer des détails métalliques dans des sculptures sacrées, et à ce jour, les collectionneurs se disputent des reliques portant leurs empreintes ancestrales. Il est impressionnant de savoir que, même sans savoir lire ou écrire, ces battements millimétrés résonneraient dans les expositions modernes, reliant le marteau du Moyen-Âge à l'exposition climatisée d'un musée contemporain. Le léger parfum d'huile ancienne, incrusté dans les rainures d'un cadre de fenêtres gothiques, se mène encore à l'arôme du chêne vieilli, preuve tangible que sa forge a contribué à ériger des structures qui ont résisté aux tempêtes et aux conflits. Vous faites une blague silencieuse, qui aurait pensé qu'au lieu de selfies, mes ancêtres auraient accroché des balustrades ornementales pour immortaliser le nom de la guilde. Cet humour léger imprègne la fierté qui pousse dans ses veines, nous rappelant que derrière chaque arche de fer tordu se cache la sueur d'un artisan invisible. Curiosité marginale, dans certaines abbayes bénédictines du XVIe siècle, les moines effectuaient des pèlerinages particuliers pour contempler les grilles forgées par des maîtres de leur métier, croyant que le motif en fer transmettait des messages divins gravés au feu et au marteau. Ils ont consigné dans leur codex des descriptions poétiques du travail des forgerons, comparant les veines de métal aux veines de marbre et voyant dans l'entrelacement métallique des symboles d'interconnexion spirituelle. Vous laissez la lame reposer sur le support et vous vous dirigez vers la galerie de fortune sur le mur de l'atelier, où vous avez accroché des répliques de fer à cheval spéciaux et de clés ornementales. Chaque pièce présente un trait singulier, une arabesque ici, une taille là, et l'on ressent le poids d'un héritage qui transcende son métier quotidien. Le léger cliquetis du métal contre le crochet produit un ASMR presque hypnotique qui vous fait fermer les yeux un instant et vous demander « Mes ancêtres ont-ils rêvé de ce moment de gloire tranquille ?» En parcourant les pièces, vous vous souvenez d'un fait historique, à la fin du XVe siècle, les murs de Carcassonne incorporaient des grilles en fer ornées créées par des forgerons de guildes comme la vôtre, et ces grilles ont survécu à des siècles de guerre et de restauration. Ce blason de durabilité vous fait lever le menton et rire doucement « J'ai survécu aux étincelles, au froid et aux querelles, mais qui aurait pensé que mon fer deviendrait le gardien des châteaux ?» Les historiens débattent encore de la question de savoir si le prestige des forgerons décoratifs a été le moteur du développement de la fonte au milieu du XVIe siècle, ou si cette avancée résultait de la demande croissante de pièces architecturales monumentales. Vous imaginez des universitaires à longue barbe débattre de cette question dans des bibliothèques brumeuses, plongés dans des parchemins, tandis que vous respirez simplement le plaisir de voir leur art matérialisé sur des murs vieux de plusieurs siècles. Le contact de votre main glisse sur une grille forgée, et la surface froide transmet un sentiment de permanence qui défie le flux incessant du temps. Vous comparez mentalement cette solidité à la riche saveur du café fort bien qu'il n'y ait pas eu de café au Moyen-Âge,
la métaphore sert à illustrer l'impact durable de votre travail sur la vie des gens. Et, avance, rire des anachronismes est l'une des rares libertés laissées à un artisan sans Wi-Fi. Curiosité extra-marginale, dans les villages proches de Florence, les sculpteurs de la Renaissance demandaient à des forgerons spécifiques de créer des détails sur les balustrades des balcons, croyant que la chaleur du fer complétait la froideur du marbre et créait une harmonie sensorielle entre les éléments organiques et inorganiques. Vous êtes fier de savoir que votre métier a été un partenaire silencieux dans la symphonie artistique qui a défini une époque. En nettoyant votre tablier, vous réfléchissez à la responsabilité de perpétuer les techniques anciennes, le même modèle de forge, soigneusement transmis de maître à apprenti au fil des générations, résonne dans les clés qui tournent encore aujourd'hui dans les serrures des châteaux rénovés. Ce rituel d'enseignement garantit que le fer non seulement survit, mais continue de révéler d'anciens secrets dans chaque pli et chaque encoche. Le léger grincement du levier qui ouvre la grande porte en fer met fin à sa contemplation. Vous penchez la tête, regardez les dernières images du crépuscule se refléter dans le métal et faites une dernière blague interne. Qui aurait pensé que mes souvenirs seraient gravés sur des grilles au lieu de photographie? Le côté ludique dissout toute trace de grandeur excessive, nous rappelant qu'en fin de compte, c'est le talent de l'artisan qui survit, et non son ego. Vous rangez vos outils, sentant le poids confortable de la masse sur votre épaule et l'odeur terreuse du charbon de bois mélangé à l'huile de lin imprégnant l'air. Chaque objet accroché à ce mur rappelle que son métier, guia cardio, transcende sa propre existence et trouve une nouvelle vie chez chaque visiteur qui admire l'œuvre sans en connaître l'auteur. Enfin, vous allumez une dernière bougie, ces flammes dansant doucement contre les rangées de barres et de touches. La lueur subtile projette des ombres qui ressemblent à des arabesques inachevées et vous souriez en réalisant que même lorsque votre forge est éteinte, votre héritage métallique continuera d'éclairer l'imagination de ceux qui croisent votre chemin. Vous placez le marteau sur le support pour la dernière fois, ressentant les coups réguliers du métal contre l'enclume comme un revoir silencieux. Vos épaules se détendent, mais votre esprit continue de tourner, toute cette sueur, toute cette suie et ce bruit incessant en valent vraiment la peine? Vous prenez une grande inspiration et regardez le paysage au-delà de la fenêtre, des champs vallonnés, une terre sombre prête à être semée, le soleil embrassant les premières feuilles vertes. Il serait peut-être plus facile d'échanger sur leur tablier contre une paire de bottes en cuir souple et un râteau, mais soyons réalistes, vous feriez toujours des blagues sur le fait de semer des blagues dans le champ, même entre les rangées de maïs. Tandis que vous essuyez l'excès dessus de vos mains, vous sentez la sensation rugueuse du cuir de votre tablier et vous vous souvenez du jour où vous avez essayé de faire pousser des radis à la lisière du village, vous en avez récolté quelques-uns. Mais vous avez passé tellement de temps à tuer les mauvaises herbes que vous avez presque raté la date limite pour les faire à cheval. Le champ exige un effort personnel, creuser, labourer, arroser un cycle d'endurance modéré plutôt que du pousser de force. Vous imaginez l'odeur fraîche de la terre humide, le doux bruit du râteau passant sur le sol, et pendant un instant vous sautez presque de vos talons médiévaux. Fait amusant, dans certaines régions de l'Europe médiévale, les agriculteurs répandaient de la cendre de bois sur leurs champs après la récolte, pensant que cela améliorait la fertilité du sol et accélérait la croissance des plantes, une technique que beaucoup qualifient aujourd'hui de pionnière dans le cycle des nutriments. Vous souriez en voyant le contraste, au lieu de cendres coulées à votre visage, ce seraient des cendres sous vos ongles, mais rien qu'un bain dans la rivière ne puisse réparer. Au XIIIe siècle, les statistiques rurales indiquent que jusqu'à 80% de la population vivait de la culture de la terre et, malgré les épidémies et les récoltes incertaines, la sécurité de base existait, du pain dans l'assiette, de l'herbe pour le bétail et une routine rythmée par le lever et le coucher du soleil, sans les chocs majeurs d'un faux en panne ou d'un seigneur féodal exigeant une gloire métallique. Il est réconfortant d'imaginer une journée de travail qui commence par le chant d'un oiseau plutôt que par le crépitement du charbon. Mais soyons honnêtes, la campagne n'est pas seulement une poésie pastorale. Les historiens débattent encore de la question de savoir si la vie agricole médiévale offrait réellement plus de stabilité économique que les métiers urbains qualifiés, car de mauvaises récoltes pouvaient dévaster des familles entières et entraîner des migrations forcées. Vous secouez la tête et répondez mentalement, je préfère le risque du tétanos au typhus et à la famine. Les parasites, les taxes sur les récoltes, la menace du servage, tout cela pèse autant qu'un marteau de 2 livres. Dans les champs, en revanche, le rythme est différent. Vous sentiriez le soleil réchauffer votre visage, la fraîcheur de l'air du matin, le chant des grillons au crépuscule descend si doux qu'il rivalise presque avec l'ASMR du soufflet, mais beaucoup plus lent, moins agressif. 3 blagues me viennent soudain à l'esprit, l'arrosage perturbe mon emploi du temps, mais au moins il ne me brûle pas la peau comme la forge, la récolte du blé, c'est comme un marathon avec une récompense en pain, un sol dur vaut mieux qu'une couronne féodale qui raidit ma colonne vertébrale. Vous vous souvenez du rêve que vous avez fait, à la fin d'une nuit épuisante, dans lequel vous couriez librement à travers les prés sans tablier, sans soufflet, sans hâte et vous ressentez un passement de nostalgie pour ce soulagement.
mais, de la pensée par ailleurs aux saisons imprévisibles, inondations au printemps, sécheresse en été, gel à la veille des récoltes. La terre peut être généreuse, mais elle peut se transformer en ennemi en un clin d'œil. Et pourtant, l'agriculture apportait des célébrations saisonnières, des fêtes de plantation, des danses du feu, des poignards de récolte avec des gâteaux d'orge et des chants d'action de grâce. Vous imaginez chanter des chants de Noël avec vos voisins, une coupe d'hydromel à la main, dévoilant votre joie au son des luttes et des fruits, une sorte de récompense sociale que les forgerons n'avaient que lorsque, rarement, le seigneur féodal organisait un banquet après une victoire militaire. Mais bien sûr, les vêtements champêtres apportent leur propre fumée, des rats dévorant des graines, du foin moisi provoquant des allergies, des rouleaux interminables de comptabilité pour les impôts ruraux. Aucun travail n'est sans maux de tête, c'est juste le type de bruit qui fait la différence. Ferraria était un tonnerre continu. Le chant est un bourdonnement constant d'insectes et un murmure du vent. Vous fixez l'enclume maintenant froide et faites une dernière blague interne, peut-être que je vais planter une blague dans le maïs et récolter des riz en été. Le sol murmure des promesses d'un artisanat plus doux, mais l'incertitude murmure en retour que sans leurs lames et leurs outils, la récolte serait également bloquée. Mais lorsque vous éteignez le four et fermez la porte en fer, vous ressentez un léger soulagement, presque comme si vous aviez échangé une armure lourde contre un manteau léger. La vision des champs à l'extérieur brille dans son esprit comme une invitation, l'artisan pour renaître en agriculteur, sans enclume et sans ennui des étincelles, mais avec le beau bride de la terre et le souffle libre du vent. Vous prenez une grande inspiration, sentez le froid du crépuscule et murmurez, peut-être. Mais nous reparlerons demain. Le fait attend, mais le sol appelle aussi. Maintenant, ralentis. Prenez une profonde inspiration, sentez chaque respiration élargir votre poitrine et calmer votre cœur qui s'emballe. Les souvenirs d'étincelles, de marteaux et de chaleur se mêlent aux images de champs vallonnés, comme un doux rêve se dissolvant dans l'aude. Laissez cette dernière image imprégner votre esprit, le contraste délicat entre la lueur de la forge et le vert serein des champs. Sentez le sable des chemins entre vos orteils, le léger murmure des feuilles dans le vent, le silence avant le chant du premier oiseau. Chaque détail s'étire, chaque couleur se mélange. Le paysage devient doux comme une berceuse. Tu es en sécurité. Vous avez survécu au feu, à la pression et à la fatigue. Imaginez maintenant une brise chaude caressant votre visage, emportant les résidus dessus et apportant le parfum terreux de la nuit. Vos muscles se détendent davantage à chaque seconde. Les pensées coulent comme de doux ruisseaux. Il n'y a pas de mur de château, pas de fournaise rougeoyante, juste le doux souffle du sommeil qui approche. Rassurez-vous, demain, l'enclume vous appellera peut-être à nouveau, mais aujourd'hui, vous pouvez remettre le fer au silence. Le récit touche à sa fin, pas de bruit de marteau, pas de sifflement d'étincelles, juste un soupir serein. Il est temps de fermer les yeux et de laisser l'obscurité vous envelopper comme une couverture douillette. Que la tranquillité vous berce, que les promesses des champs lointains dansent dans vos rêves et que chaque souffle tisse un profond repos. La forge du jour se ferme et le fourneau du sommeil s'allume. Fin du script. Fais de beaux rêves.